si ça vous va, je vais demander à 4 personnes de venir. Geneviève Chénard va présenter ce soir. Donc Geneviève Chénard qui collabore avec nous au départ, qui est psychoéducatrice, qui est aussi propriétaire de la clinique Entre nous et qui a été une des premières à nous poser plein de questions sur comment ça va marcher tout ça sur le terrain. Et j'ai demandé aussi à Valérie, Tiatran et Maria Kebel de venir. Et qu'est-ce que Geneviève vous présenter? Alors, juste une chose, pour l'applaudissement, si on peut juste utiliser les mains pour essayer de limiter au niveau du bruit, ce serait fortement apprécié. Donc, juste ceci est bravo. Merci. J'ai demandé qu'on réajuste la salle parce que j'ai demandé qu'on réajuste la salle parce que si je suis psychoéducatrice, ça vient avec un peu d'opposition. Donc, je me présente Geneviève. J'ai le plaisir de vous présenter ce soir Tiatran. J'espère que je prononce bien. Je vais lire, j'ai pas appris leur bio par cœur. Donc, 10 ans d'expérience dans le domaine de l'autisme en tant que thérapeute et superviseur clinique. Possède un DESS en intervention comportementale. Je connais Marc-Olivier depuis 2017. Lors de son embauche chez Déclic, j'ai vu Kathleen tantôt dans la salle d'ailleurs, bonjour. Et où elle a monté les services en autisme avec l'aide de son équipe. Maintenant, elle dessert Montréal et Laval en aide aux familles ayant un enfant TSA. Madame Valérie Leclerc, chef de service psychoéducateur, éducateur spécialisé, technicienne en loisirs, orthopédagogue, jardinière d'enfants au CHU Sainte-Justine, psychoéducatrice également. Elle a travaillé dans l'équipe DI-TSA-DP du CIU-SSS, ça fait beaucoup d'acronymes, j'en conviens, du nord de Montréal en tant que psychoéducatrice. Elle est devenue superviseure en activité clinique au Flores à Saint-Jérôme. Dans les services adultes du CRDFED, depuis plus d'1 an, gestionnaire pour les services d'éducation spécialisée, psychoéducation, orthopédagogie, loisirs et Dr Clown au CHU Sainte-Justine, où il y a les services de psychoéducation de la clinique TSA du CRM. Et Mme Marla Kebel, de l'école Giant Step, qui a travaillé pendant des années dans le domaine de l'enseignement en autisme, aujourd'hui coordonnatrice du centre de ressources de l'école à Pas-de-Géant, dédié au soutien de la communauté en autisme en mettant à disposition une matériothèque et un ensemble complet de formation, notamment auprès des pompiers et des intervenants d'urgence. Bienvenue, mesdames. J'ai quelques questions. On a une gardienne du temps quelque part dans la salle. J'ai perdu. Salut. On a un peu de temps pour chaque question. Elle va modérer la modératrice qui vous modérera à son tour. Donc, vous avez, Marco, vous voulez que je vous appelle groupe de masochistes? Travailler à la co-construction qui a eu lieu au cours de la dernière année. Quelles sont vos impressions de la co-construction et de l'élève en général? Je vais commencer par Valérie. C'est sûr que chez nous, on a une impression très positive. Je ne vous cacherai pas que quand les intervenants ont vu les possibilités de l'élève, on l'a inséré à la clinique TSA, mais les gens ailleurs ont fait comme ça serait applicable pour d'autres clientèles. Alors ça n'a pas été très long que ça a été nommé. Ensuite de ça, ça répondait à un trou, si on veut, parce qu'on a beau avoir toutes les informations des patients dans les dossiers, c'est pas vrai qu'on se concerte autant que ça, même en interdisciplinarité, il y a tellement de défis. Donc, de savoir que l'orthopédagogue ou l'orthophoniste est en train de travailler sur une intervention, autre que ce soit écrit dans le dossier, intervention orthophonique, est-ce que ça marche? Donc, on a constaté assez rapidement que ça répondait à un trou. En fait, c'est une solution qui répondait à un besoin existant, mais pour lequel on n'avait pas vraiment de solution jusqu'à présent. Et réussir à se faire un téléphone dans les horaires de tout le monde pour se concerter dans le téléphone. Madame Kebel. Mais je l'appuie parce que Valérie a dit aussi, mais si je pense à mes éducateurs, éducatrices à l'école, ils travaillent vraiment fort, il y a très peu de temps. Donc, moi, j'étais vraiment impressionnée avec Mylène que tout est dans une place, qu'il n'est pas dans une fouille à gauche à droite, tout est là, l'information pour eux autres. En fait, pour nous, ça a été très positif aussi, très complémentaire à notre offre de service. Le fait aussi que c'est un outil, puis nous, on a outillé notre équipe et les familles, c'était vraiment d'avoir tout à la même place. Tu sais, des fois, on est tellement dans nos opérations de tous les jours, on n'a pas le temps, on n'y pense pas, mais de savoir que c'est possible avec Méline, pour nous, c'est vraiment positif.
Génial. Et pourquoi vous êtes-vous embarqué là-dedans? Mesdames, je vais commencer par vous. Vous possédez le micro déjà. Ben, en fait, je vous dirais, il y a 2 ans qu'on a créé l'offre de service TESA. C'est Mme Catherine Desa qui nous a introduits à Marco. Et je trouvais que c'était un beau défi. C'est arrivé vraiment au même moment. Je pense aussi qu'on a vraiment fait une bonne collaboration ensemble. Marco nous a beaucoup aidé à bâtir certains outils aussi à l'interne et vice-versa. C'était vraiment une belle collaboration. Madame Kébol? Moi, j'ai vraiment embarqué parce que notre école, c'est une école bilingue, donc on a un côté anglophone et francophone. Et côté anglophone, je trouve qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'appui, beaucoup de choses, d'informations pour les gens. Mais côté francophone, il y a très peu. Donc, je trouvais ça vraiment fort intéressant de développer ça pour ce côté-là. Ouais. Je vous dirais qu'à l'hôpital Sainte-Justine, on soutient beaucoup l'innovation. Donc pour nous, Myéline, c'était une source d'innovation infinie. En fait, tout simplement parce on s'est embarqué là-dedans parce qu'on veut offrir les meilleurs services à la clientèle et je voyais en Myéline une solution en ce sens-là. J'en conclus donc que c'est un défi pour vous trois, donc non seulement de communiquer à vos intervenants, mais d'être vraiment efficace et efficient au quotidien. Le manque de temps qu'on a tous comme intervenants. D'ailleurs, quels sont vos plus grands défis en tant qu'intervenant? Madame Kébol, on va commencer par vous. Quels sont vos plus grands défis au quotidien dans votre travail? Et c'est le temps. Ouais. Mais aussi, si on veut éduquer les éducateurs à comprendre la recherche et comment ça peut être appliqué sur le terrain, ça c'est un autre gros défi. Donc, Myéline, ça mène toutes les informations plus claires, dévisualiser, les choses plus simples pour les gens. Parce que clairement, Marc-Olivier avait raison tantôt, on n'a pas le temps d'aller lire 3000 articles. Non, on veut oui, savoir. Valérie me disait qu'elle fait ça entre 2h et 3h du matin tantôt. C'est ça, les gens veulent savoir qu'est-ce que je fais là. Exactement, sur le champ, oui, directement. Madame Leclerc? Même chose, le défi du temps est vraiment là. Il y a un gros roulement. Donc, quand on évalue 300 enfants annuellement dans une clinique, d'avoir la prévention qu'on lit tout le dossier, même si c'est ce qu'on devrait faire, je ne cacherai pas que je ne crois pas que tous les intervenants font ça. Ensuite de ça, dans les défis, le partenariat avec les autres services, on est tous complémentaires, mais on n'arrive pas ensemble au même moment dans la vie de la clientèle. Donc, de laisser sortir des parents avec un diagnostic et qu'il y ait un certain délai, puis parfois ce délai-là peut être très grand. Pour nous, c'est un vrai défi de laisser aller la clientèle vers des listes d'attente sans nécessairement qu'il y ait toujours de solutions proposées. En fait, moi, je dirais vraiment la même lignée que les deux. En fait, oui, nous aussi, c'est une question de temps, mais aussi d'avoir un outil qui va vraiment envelopper tous nos suivis, que ce soit vraiment tout à la même place. C'est ça qui va vraiment permettre pour nous un meilleur partage aussi de l'information du patient. Et chez nous, c'est très difficile aussi la communication. On ne se voit pas toujours, on n'est pas toujours au bureau, on est souvent en mouvement. Donc, on a plusieurs outils d'utilisation, mais Myéline, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est un tout en un qui permet vraiment de mesurer la progression de l'enfant. Diriez-vous que c'est quand même aussi une meilleure communication avec les parents? J'ajoute une petite question parfois. Donc, les parents sont souvent donc laissés avec le diagnostic, retournent chez eux, digèrent, ont plusieurs questions, se sont laissés eux-mêmes, puis pour le vivre au quotidien, ils ne peuvent pas m'appeler 24/7, vous autres non plus, donc ça permet aussi d'avoir accès à cette information-là au moment où ils y pensent, au moment où, est-ce que ça faciliterait votre travail? Effectivement, oui, j'y crois beaucoup. C'est ça qu'on a encore dans la phase test on ne l'a pas encore expérimenté avec nos parents, mais je suis sûre que ça va être positif. Madame? Absolument. Pour moi, ça fait aucun doute, mais on ne l'a pas, même chose, on ne l'a pas encore on s'est pas encore investi auprès des parents, mais je pense que tout parent qui a un diagnostic, il y en a beaucoup qui
se posent énormément de questions, ils vont sur Internet, ils vont lire là-dessus. Et ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, dans nos rencontres de suivi post-diagnostic, on doit tout défaire ce que le parent est allé chercher comme information. Donc, on ne peut même pas commencer à construire. Il faut comme d'abord défaire pour reconstruire. Donc ça, je crois que si le parent a accès à l'application et qu'il va faire ses recherches directement sur Mieline, il va cibler mieux ses questionnements, mais surtout, il va y avoir une validité scientifique derrière. Ça, j'y vois un grand avantage. C'est d'ailleurs pourquoi notre école a créé le Centre de ressources et de formation, c'est d'appuyer les parents, parce qu'on sait que dès qu'ils reçoivent le diagnostic, là, sont sur les listes de temps à gauche à droite. Donc, le centre est vraiment là pour les appuyer. Et là, avec Mylène, ça va aider mon travail à vraiment me donner les bons infos pour les parents, parce que souvent, même les parents, ils veulent savoir qu'est-ce que je fais là, j'attends une liste de temps pour avoir une thérapie ou une telle, mais là, j'ai des problématiques et je veux le bien-être pour mon enfant. Donc, ça répond à un gros besoin. Google est votre ami, mais pas quand vous cherchez des trucs sur vos problèmes de santé. Généralement, ça empire la situation plutôt que de la simplifier. Pour vrai. C'est quoi les changements que vous devriez faire dans votre quotidien comme intervenant pour être plus efficient, pour être plus efficace dans les années qui viennent, de manière générale, de manière plus spécifique aussi un peu? Qu'est-ce que vous devriez changer dans votre pratique pour être? Au niveau de l'évaluation, je vous dirais qu'avant, la psychoéducation est contributive au diagnostic, donc les évaluations qu'on fait sont contributives. Auparavant, les médecins nous sollicitaient pour savoir est-ce que tu penses, selon toi, qu'il y a des manifestations TSA, bref, est-il autiste ou pas. Clairement, c'est plus suffisant maintenant. Les parents ne veulent pas juste savoir est-ce que mon enfant est autiste ou pas, mais aussi comment il fonctionne, son fonctionnement adaptatif. Donc, on gagne à aller documenter davantage, en fait, les forces de l'enfant dans les différents AVQ, dans les différents AVD. Alors ça, c'est un gros changement qu'on doit faire. Et on a un mandat, beaucoup de formation au réseau, mais aussi à la communauté. À Sainte-Justine, c'est un de nos principaux mandats. Donc, on doit aller faire de l'outillage davantage. Et c'est sûr que c'est une question qui suivra, mais je vois vraiment comment Mieline pourra nous aider à contribuer dans ce sens-là. Puis-je vous demander de définir AVQ et AVD? Oui, habileté de, mais je m'excuse, on a tellement d'acronymes, habileté de la vie quotidienne et domestique, donc sommeil, alimentation, déplacement, communication, bref, l'ensemble de ces habiletés-là. Moi, je pense que c'est vraiment être formé, d'être capable de former notre équipe aussi, de former nos parents un peu, comme qu'est-ce que tu disais, c'est vraiment de défaire toutes les fausses croyances qu'il y avait, puis de revenir à la base. Puis oui, OK, mon enfant était ça, mais au-delà de ça, comment est son fonctionnement, comme tu dis, mais aussi qu'est-ce que moi je peux faire en tant que parent en attendant. Là, c'est comme, j'ai pas d'outils, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a quelque chose, je peux juste faire une modification à la maison qui va tout changer? Je pense que oui, c'est vraiment d'être formé, de se renseigner, puis de le faire à notre communauté. Bien, je pense que je vais appuyer ce qu'elle a dit aussi avec la formation et tout. Et, mais je sais qu'à notre école, on appuie, on essaie d'aller un peu plus loin que juste la petite enfance ou enfance ou adolescence, mais on sait que nos élèves, à un moment donné, vont être dans le secteur adulte. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces jeunes à être prêts pour le marché de travail, ou de vivre tout seul, ou être autonome. Un domaine où il y a encore très peu de connaissances, oui. En fait. Je vais commencer par vous. En quoi ou comment vous pensez que Mieline va faciliter votre travail au quotidien? Comment vous pensez que Mieline va faciliter votre travail au quotidien? Bien, le fait que toutes les infos sont dans une plateforme, je pense que ça va aider. On n'a pas besoin de fouiller partout. On peut vraiment référer les gens à un bon endroit dans lequel ils peuvent trouver les bons infos. Je le vois à plusieurs niveaux. J'ai parlé de documenter plus. Donc oui, l'enfant est autiste, mais comment il s'autorégule, comment il dort, tout ça. Donc avec Mieline, il y a la possibilité maintenant, ou éventuellement, je ne sais pas si je vends un scoop, là, Marie-Olivier pourra me le dire, mais on pourra y verser éventuellement des questionnaires, alors que les parents puissent répondre dans la mesure où ils sont capables. Ceux qui ne sont pas en mesure de le faire, bien, on les accompagnera, mais d'aller documenter davantage. Donc ça, c'est une des façons, je pense, qui sera
fort pertinentes au quotidien. La concertation, donc d'être, je l'ai dit tantôt, on veut aller vers des projets pilotes, on va aller former davantage les milieux de garde. Donc c'est ces gens-là qui au final passent le plus de temps avec les personnes autistes. C'est pas la psychoéducatrice qui l'évalue puis qui le voit 4-5 fois, qui fait un suivi post-diagnostic. Donc de partager les interventions, de décharger le parent aussi, parce que ce qu'on fait souvent actuellement, c'est on lui explique, on le coach, puis on lui dit, bien, vous direz à la garderie. Puis, on va appeler la garderie aussi, mais des fois on fait des messages. Puis, donc, enfin bref, de lui faire porter cette charge-là, de former tout le monde autour de lui, pour moi, fait pas de sens. Le parent doit être avant tout le parent, oui, comment je peux aider mon enfant, mais on ne veut pas en faire un éducateur spécialisé ou un intervenant social. Donc, Myéline, au quotidien, je pense, va nous permettre de faire ça. La bibliothèque organisationnelle aussi va nous permettre de partager des outils parce que, je ne vous cacherai pas, ça dépend des milieux, mais chez nous, chacun dans son ordinateur a ses propres outils. On a un commun plus ou moins mis à jour. Ça, je pense que dans le quotidien, ça va faire une belle différence. Vous avez un échantillon de 3 milieux devant vous, mais dans les faits, autour d'un enfant autiste, il y a ses parents, ses grands-parents, la garderie, l'école qui n'est pas nécessairement une école spécialisée, le pharmacien, les médecins, les divers médecins, les psychoéducateurs de tous les milieux, les ergothérapeutes, les orthophonistes, et ça ne finit pas très bien. C'est un peu une liste de recommandations pour les parents. Voici, faire ensemble, de tout mettre ensemble, c'est très difficile. Le changement est impressionnant quand même, j'avais vu ça. Absolument. En fait, moi, qu'est-ce que je rajouterais, ça serait un outil qui va nous permettre aussi de mesurer la progression de l'enfant. Des fois, je trouve qu'on est tellement dans l'action, et même si on forme tout notre personnel, les milieux de garde, nos parents et tout ça, mais on ne laisse pas de traces nécessairement parce qu'on est tellement pris, puis on n'a pas beaucoup de temps, mais d'avoir une trace quelque part et de dire, ben oui, il a vraiment évolué, on le voit sur la courbe. Je pense que vraiment mesurer la progression de l'enfant qui va permettre de nous, en tant que professionnels, de progresser. Génial. Question du public pour les dames. Marco, commentaire? Alors, moi, je suis super touché, évidemment. Mais gérer les émotions, j'ai encore des choses à présenter après. C'est bon, pardon, on va laisser Marco gérer ses émotions. Juste une question. Est-ce qu'il y a encore les fonctionnalités qui pourraient y être ajoutées? Parce qu'ils semblent être alpha et oméga de tout ce dont vous avez besoin. Mais est-ce qu'il y a encore autre chose dans votre boîte de souhait? Le vivre. C'est l'intégrer, le vivre, se l'approprier. Je vois pas, je pense qu'ils ont bien ciblé. Peut-être qu'avec le temps, on va voir d'autres choses. Sincèrement, d'habitude, j'ai pas de misère à répondre à ces questions-là. Je ne vois pas quoi de plus, sinon que les gens se l'approprient et qu'ils voient vraiment l'utilité. Un changement de pratique, c'est un défi. Alors, ça devient un défi dans ce sens-là. Il y avait Mathieu, non? Ça va, monsieur? Simon. Oui, Simon, bonjour. Selon votre expérience, la façon que les gens travaillent ensemble ici au Québec, est-ce que vous imaginez que ce genre d'application est facilement utilisé ailleurs ou même à travers les frontières des intervenants qui sont dans différents pays, par exemple? Donc, est-ce que tu imagines que cette application-là peut être utilisée ailleurs? C'est facile d'exporter cette application-là à l'extérieur et exporter à l'extérieur du pays. Wow! Je suis contente d'être venue après ça. C'est une grosse question. Pourquoi pas? Je vais vous aider. Pourquoi pas? Maintenant qu'on réfléchit, qu'on fait un brainstorm en groupe, pardon de l'anglicisme, communiquer ensemble, c'est pour le meilleur des clients. Donc, pourquoi pas partout, en anglais, en français, dans d'autres langues. Et je parle d'abord de nos c'est tout. On commence à travailler de plus en plus ensemble. C'est comme avec Mylène qu'on est vraiment bien ensemble parce que dans l'auparavant, on était des silos qui chacun faisait leurs affaires, on se battait pour l'argent, les bourses et des choses, mais là, on commence à vraiment faire des partenaires et travailler de plus en plus ensemble. Mylène a comme aidé à faire ça. Je pense que je le vois, l'autisme est un des troubles neurodéveloppementaux les plus complexes.
Alors, ça justifie beaucoup qu'on travaille en interdisciplinarité. Donc, je pense qu'aux États-Unis, en Europe, de ce que je connais, c'est l'approche qui est priorisée aussi. Puis, partout dans la littérature, on nous dit c'est quoi l'interdisciplinarité, donc des définitions, mais personne ne nous dit comment vivre l'interdisciplinarité. J'ai jamais lu ça nulle part. Méline, un moyen de le vivre. C'est ce que je pourrais répondre. Madame. Juste pour continuer sur la question précédente de Mme Perrault, puisque vous avez évoqué le fait que vous travaillez beaucoup dans les deux langues et que là, vous étiez content de voir que Méline remplissait un besoin du côté francophone. Est-ce qu'à votre connaissance, du côté anglophone, il y a quoi que ce soit d'équivalent? Et est-ce que vous voyez des difficultés, de grandes difficultés à faire en sorte que dans un délai X, Méline pourra également faire une incursion du côté anglophone? Côté anglophone, je ne suis pas sûre qu'il y ait quelque chose exactement comme Mylène. Il y a certaines choses qui sont similaires. Je sais que le centre Gold, il travaille sur une autre plateforme un peu similaire aussi. Mais pas tout à fait non plus, mais ça peut vraiment complémenter les choses. C'est sûr que moi, je dis à mes éducateurs qu'il faut qu'ils prennent les deux langues, dans le fond, parce que malheureusement, côté francophone, on n'a pas autant d'infos qu'en anglais. Donc, une dernière question de Lucilla. Ça, après, je pourrais vous poser toutes les questions que vous voulez après autour d'un verre de vin. Mais comme ça, au moins, on peut finir les parties présentation et discuter après. Il y avait une dernière main levée. Oui. Oui, madame. La question c'est, tantôt vous avez dit qu'il y a comme un délai entre recevoir le diagnostic et ensuite c'est une formation aux parents. Et si oui, c'est dans cette période, c'est les parents qui utiliseraient l'application pour se former lui-même. Ben, effectivement, tout dépendamment de où vous travaillez puis de votre connaissance, entre l'annonce diagnostic et un premier service sur l'île de Montréal, c'est 12 mois, c'est un minimum. Ça peut aller à 2 ans à certains endroits. Et on n'est pas là en supplétif au niveau des équipes diagnostiques. Donc, on fait un suivi poste, ce qui est déjà plus qu'ailleurs. Alors, le parent, il est laissé longtemps à lui-même. Ce qui avait été discuté avec Marc-Olivier, il faudra voir si c'est toujours la solution retenue, c'est que les organismes qui se dotent de myéline payent pour leurs équipes, leurs intervenants, mais que c'est gratuit pour la clientèle et ils peuvent avoir accès tout le temps en attendant à ce qu'on aura déposé pour eux et avec eux dans la plateforme. Donc, c'est quand même déjà beaucoup. Je vais parler de ça tout à l'heure. Alors, merci mesdames. Excellente soirée.